La grille en fer forgé grinça doucement sous la pression de la main d'Apolline Lemoine. 26 ans. Et pourtant elle se sentait redevenir cette adolescente timide qui se cachait derrière les colonnes de marbre chaque fois que les invités de la famille d'Estienne envahissaient le domaine. Les souvenirs affluaient comme une marée incontrôlable. Sa mère Vérène qui l'emmenait par la main dans les cuisines immenses, les leçons murmurées sur l'art de se faire oublier, et surtout, cette règle d'or gravée dans son esprit depuis l'enfance, reste invisible. Le château se dressait devant elle, imposant et familier à la fois. Ses pierres dorées par le soleil de fin d'après-midi semblaient l'accueillir et la repousser simultanément. Apolline ajusta la bretelle de son sac de voyage, respirant profondément l'air parfumé de lavande qui flottait dans les jardins français parfaitement entretenus. 3 années d'absence. 3 années à construire sa propre vie à Lyon, loin de cette prison dorée où sa mère avait choisi de consacrer plus de 20 ans de sa vie au service des d'Estienne. « Maman m'attend », murmura-t-elle pour elle-même, comme pour se donner du courage. Les graviers crissèrent sous ses pas alors qu'elle remontait l'allée principale. Chaque fenêtre du château semblait l'observer. Chaque rideau de soie suspendu derrière les vitres paraissait dissimuler des regards curieux. Elle avait promis à sa mère de venir passer quelques semaines, le temps que Vérène se remette de sa chute dans les escaliers de service. Une promesse qu'elle avait faite à contre-cœur, mais qu'elle ne pouvait pas rompre. L'entrée de service lui était si familière qu'elle aurait pu la trouver les yeux fermés. La porte en bois massif s'ouvrit sur la chaleur rassurante des cuisines, où l'odeur de pain frais se mêlait aux herbes de Provence que sa mère utilisait toujours pour ses préparations. Vérène était là, debout près du grand fourneau, sa cheville bandée reposant sur un petit tabouret. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon impeccable, et malgré sa blessure, elle gardait cette prestance qui forçait le respect de tous dans la maison. « Apolline !» dit Vérène sans se retourner, reconnaissant sans doute le bruit de ses pas. « Tu es en retard de 15 minutes. » Un sourire amusé étira les lèvres d'Apolline. Sa mère n'avait pas changé. Toujours cette précision maniaque, cette obsession du timing parfait, qui faisait d'elle la gouvernante la plus respectée de toute la région parisienne. Elle s'approcha et déposa un baiser sur la joue de Vérène, humant au passage ce mélange de savon de Marseille et d'eau de rose qui lui rappelait son enfance. « Le train a eu du retard, maman. Comment va ta cheville ? Elle guérira, comme tout le reste. » Vérène se tourna enfin vers sa fille, et son regard se durcit légèrement en détaillant sa tenue. « Cette robe est bien courte pour une maison comme celle-ci, tu ne trouves pas ?» Apolline baissa les yeux sur sa robe d'été couleur lavande, qui s'arrêtait effectivement quelques centimètres au-dessus de ses genoux. Elle l'avait choisie pour le voyage, pensant qu'elle serait confortable et appropriée pour des retrouvailles familiales. Mais dans l'univers codifié de sa mère, où chaque geste était calculé pour maintenir une réputation irréprochable, cette simple robe devenait un faux pas. « Je n'ai apporté que quelques affaires, maman. Je ne pensais pas que... »« Que quoi ? Que tu croiserais Monsieur Balthazar ?» Vérène secoua la tête, mécontente. « Il est présent au château depuis 2 semaines, plus longtemps qu'il n'y a été ces 3 dernières années. Et toi, tu débarques habillé comme si tu partais en vacances à Nice. » Le nom de Balthazar fit quelque chose d'étrange dans la poitrine d'Apolline. Elle se souvenait de lui comme d'une silhouette distante et élégante, toujours vêtue de costumes sombres, évoluant dans les couloirs du château avec une gravité qui impressionnait l'adolescente qu'elle était. Le fils unique des d'Estienne, héritier d'un empire immobilier qui s'étendait de Paris à Monaco. Elle ne l'avait jamais réellement approché, se contentant de l'observer de loin lors des rares occasions où leurs chemins se croisaient. « Il n'a pas changé ?» demanda-t-elle, tentant de garder un ton détaché. « Balthazar d'Estienne est un homme brisé, Apolline. La mort de Madame Céleste l'a détruit. Il ne sort presque plus de sa suite, ne reçoit personne, et quand il daigne descendre pour les repas, c'est dans un silence de mort. » Vérène s'appuya contre le plan de travail, son expression se faisant plus douce. « C'est pour cela que ta présence ici doit passer inaperçue. Cet homme souffre, et la dernière chose dont il a besoin, c'est qu'une jolie fille en robe courte vienne troubler la paix qu'il tente de retrouver. » Les mots de sa mère résonnèrent dans l'esprit d'Apolline comme un avertissement. Elle comprenait l'enjeu. La position de Vérène dans cette maison dépendait de sa capacité à maintenir l'ordre et la discrétion. Un seul faux pas, une seule situation embarrassante, et 20 années de service irréprochable pourraient s'effacer en un instant. « Je serai sage, maman, promis. » Vérène la regarda longuement, comme si elle cherchait à lire dans les pensées de sa fille. Puis elle hocha la tête et désigna l'escalier de service qui menait aux chambres du personnel. « Ta chambre est prête. Celle que tu occupais quand tu étais petite. Évite les couloirs principaux autant que possible.
Surtout le soir, Monsieur Balthazar a des insomnies et se promène souvent dans la maison après minuit. Apolline acquiesça et saisit son sac. Alors qu'elle se dirigeait vers l'escalier, la voix de sa mère l'arrêta une dernière fois. « Apolline, je suis heureuse que tu sois là, vraiment. Mais n'oublie jamais qui nous sommes dans cette maison. Nous servons, nous ne dérangeons pas. Et surtout, Vérène marqua une pause, fixant sa fille avec une intensité troublante. Nous ne tombons pas amoureuses. Le sang d'Apolline se figea dans ses veines. Pourquoi sa mère avait-elle dit cela? Y avait-il quelque chose dans son comportement qui trahissait des pensées qu'elle n'avait même pas encore formulées? Elle monta les marches en bois, le cœur battant, se demandant si les 3 années passées loin de ce château avaient vraiment suffi à faire d'elle une femme libre de ses choix. En poussant la porte de sa petite chambre mansardée, elle eut l'impression de remonter le temps. Rien n'avait changé. Le lit une place avec sa courte pointe fleurie, la petite fenêtre qui donnait sur les jardins, le bureau où elle faisait ses devoirs en écoutant les bruits de la grande demeure. Seule différence, elle n'était plus une enfant. Elle était une femme de 26 ans, avec ses propres désirs et ses propres rêves. Des rêves qui, elle le pressentait déjà, allaient être mis à rude épreuve dans les semaines à venir. Elle s'approcha de la fenêtre et écarta doucement le rideau. Les jardins s'étendaient à perte de vue, baignés par la lumière dorée du coucher de soleil. Et là, sur la terrasse principale, elle aperçut une silhouette solitaire. Un homme aux cheveux bruns, debout face à l'horizon, immobile comme une statue de marbre. Balthazar d'Estienne. Même de loin, même après toutes ces années, elle le reconnut instantanément. Mais quelque chose avait changé en lui. Sa posture trahissait une lassitude profonde, une solitude qui semblait peser sur ses épaules comme un fardeau invisible. Apolline eut envie de descendre, de s'approcher, de briser cette bulle de tristesse qui l'entourait, puis elle se rappela les mots de sa mère. « Reste invisible ». Elle laissa retomber le rideau et s'assit sur son lit, le cœur lourd d'une mélancolie qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Le réveil sonna à 5 heures du matin, comme autrefois. Apolline émergea lentement du sommeil, désorientée par ce retour brutal dans les habitudes de son enfance. Sa mère avait toujours été matinale, considérant que les premières heures du jour appartenaient à ceux qui savaient les mériter. Elle enfila rapidement un jean et un pullover crème, attacha ses cheveux châtains en une queue de cheval pratique et descendit rejoindre Vérène dans les cuisines. L'atmosphère y était déjà électrique. 3 femmes de chambre s'affairaient autour de plateaux d'argent, disposant avec précision porcelaine fine et couverts gravés aux armes de la famille. Vérène supervisait chaque geste, sa cheville bandée ne l'empêchant nullement de maintenir ses standards d'excellence. « Monsieur Balthazar prend son petit déjeuner dans la bibliothèque depuis son retour », expliqua-t-elle à sa fille, en désignant un plateau particulièrement élégant. Thé Earl Grey, toast légèrement beurré, confiture d'abricot de notre verger. Rien d'autre. Apolline observa le plateau, frappée par cette simplicité qui contrastait avec l'opulence habituelle des repas servis dans cette maison. Elle se souvenait des somptueux buffets organisés pour les invités, des mets raffinés qui semblaient sortir tout droit d'un magazine gastronomique. Cette sobriété nouvelle lui parut être le reflet d'un homme qui avait perdu le goût des plaisirs simples. « Il ne mange que cela ?» demanda-t-elle. « Depuis la mort de Madame Céleste, oui. Marie-Claire était en charge de ce service, mais elle est tombée malade cette nuit. Une intoxication alimentaire, probablement. » Vérène se tourna vers sa fille, et Apolline comprit immédiatement où sa mère voulait en venir. « Je ne peux pas y aller moi-même avec cette cheville, et les autres filles ont leur service à assurer. »« Maman, non, tu as dit hier que je devais rester invisible. Porter un plateau à la bibliothèque, ce n'est pas défiler en robe de soirée dans le grand salon. » répliqua Vérène avec cette logique implacable qui lui était propre. « Tu entres, tu poses, tu sors. 3 minutes maximum. » Apolline sentit son estomac se nouer. L'idée de se retrouver en présence de Balthazar d'Estienne la terrifiait et l'excitait à la fois. Elle n'avait cessé de repenser à cette silhouette aperçue la veille sur la terrasse, à cette solitude qui semblait émaner de chaque fibre de son être. « Et s'il me reconnaît? Cela fait 3 ans que tu es partie. Tu étais encore une enfant quand il t'a vue pour la dernière fois. » Vérène tendit le plateau à sa fille, balayant ses objections d'un geste. « Il ne te reconnaîtra pas. Et même s'il te reconnaissait, où serait le problème? Tu es la fille de sa gouvernante, pas une inconnue. » Apolline prit le plateau, ses mains tremblant légèrement. La porcelaine tinta doucement, trahissant sa nervosité. Elle avait l'impression d'être sur le point de franchir une ligne invisible, de pénétrer dans un territoire interdit qui pourrait changer le cours de son séjour. La bibliothèque se trouvait au premier étage, dans l'aile est du château. Apolline gravit l'escalier principal,
ses pas feutrés par l'épais tapis persan qui recouvrait les marches de marbre. Les portraits des ancêtres d'Estienne la regardèrent passer, leurs yeux peints semblant juger chacun de ses mouvements. Elle avait toujours été intimidée par ces visages sévères, par ce poids de l'histoire qui imprégnait chaque pierre de la demeure. Arrivée devant la porte de la bibliothèque, elle marqua une pause. De l'autre côté lui parvenait le bruit feutré de pages qu'on tournait, le craquement discret d'un fauteuil en cuir. Il était là, à quelques centimètres d'elle, séparé seulement par cette porte en chêne massif. Elle frappa doucement, 3 coups légers comme le lui avait enseigné sa mère. « Entrez !» La voix était grave, légèrement enrouée, comme si elle n'avait pas servi depuis longtemps. Apolline poussa la porte et pénétra dans la pièce, le plateau en équilibre entre ses mains. La bibliothèque était plongée dans une semi-pénombre, seules quelques lampes disposées çà et là diffusant une lumière dorée et chaleureuse. Les murs étaient entièrement recouverts de livres, du sol au plafond, créant une atmosphère feutrée et intime. Une cheminée ronflait doucement dans un angle, ses flammes dansant sur les reliures anciennes. Et là, dans un fauteuil de cuir fauve placé près de la fenêtre, se tenait Balthazar d'Estienne. Apolline sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. L'homme qui se trouvait devant elle n'avait plus rien du personnage distant et intimidant de ses souvenirs d'enfance. 41 ans, les cheveux bruns légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la main dedans, une barbe de quelques jours qui adoucissait la ligne de sa mâchoire. Il portait une chemise blanche ouverte au col, les manches retroussées sur ses avant-bras et un pantalon de toile sombre. Cette simplicité vestimentaire, si éloignée des costumes 3 pièces qu'elle lui avait toujours connus, le rendait paradoxalement plus accessible et plus troublant. Mais ce qui la saisit le plus, ce furent ses yeux. D'un bleu profond, presque gris, ils portaient en eux une tristesse infinie, comme s'ils avaient vu s'effondrer tout ce qui donnait un sens à l'existence. Des yeux de quelqu'un qui a cessé d'espérer. Il leva la tête de son livre et la regarda. Pendant un instant qui lui parut durer une éternité, leurs regards se croisèrent et s'accrochèrent. Apolline eut l'impression qu'il la scrutait, qu'il cherchait à percer un mystère qu'elle-même ne comprenait pas. « Je vous apporte votre petit déjeuner, monsieur », balbutia-t-elle en s'approchant de la petite table placée près de son fauteuil. Elle posa le plateau avec 1000 précautions, consciente de chacun de ses gestes, sous ce regard qui ne la quittait pas. Ses mains tremblaient imperceptiblement, et elle pria pour qu'il ne s'en aperçoive pas. « Vous n'êtes pas Marie-Claire », dit-il simplement, sa voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. « Non, monsieur. Marie-Claire est souffrante. Je suis Apolline. Apolline, le moine. Le moine. » Il répéta son nom comme s'il goûtait chaque syllabe, et elle vit quelque chose s'allumer brièvement dans ses yeux. La fille de Vérène. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Il l'avait reconnue. Apolline sentit ses joues s'empourprer sous l'intensité de son regard. « Oui, monsieur, vous avez grandi. » Ces 3 mots, prononcés avec une gravité troublante, firent naître dans le ventre d'Apolline une chaleur qu'elle n'avait pas anticipée. Il ne la regardait plus comme l'adolescente timide qu'elle avait été, mais comme la femme qu'elle était devenue. Et dans ce regard, elle lut quelque chose qui la fit frissonner. Une reconnaissance, un éveil, peut-être même une forme de désir naissant. « Cela fait 3 ans que je suis parti. »« 3 ans, répéta-t-il comme s'il mesurait le poids de cette absence. Vous étiez encore une enfant. Je ne le suis plus. Les mots avaient franchi ses lèvres, avant qu'elle ne puisse les retenir. Ils résonnèrent dans le silence de la bibliothèque comme un défi, une affirmation d'indépendance qu'elle n'avait pas prévue. Balthazar la regarda avec une intensité nouvelle, et elle vit sa mâchoire se contracter légèrement. « Non, dit-il enfin, sa voix devenue rauque, vous ne l'êtes plus. » Le silence qui suivit fut électrique, chargé d'une tension qu'Apolline ne savait comment interpréter. Elle avait l'impression que quelque chose venait de se jouer entre eux, quelque chose d'irréversible et de dangereux. « Je dois y aller, » murmura-t-elle en reculant vers la porte. « Apolline. » Son prénom dans sa bouche la stoppa net. Elle se retourna, le cœur battant la chamade. « Merci pour le petit déjeuner. » Elle hocha la tête et sortit précipitamment, refermant la porte derrière elle. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, tentant de reprendre sa respiration. Ses jambes tremblaient, et elle avait l'impression que quelque chose en elle venait de se réveiller, quelque chose qu'elle avait gardé endormi pendant des années. Dans la bibliothèque, Balthazar d'Estienne regardait fixement la porte par laquelle venait de disparaître la fille de sa gouvernante. Pour la première fois depuis la mort de Céleste, il sentait son cœur battre avec une intensité douloureuse. Apolline le moine n'était définitivement plus une enfant, et cela, il le craignait, allait tout changer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange routine,
faite d'évitements calculés et de rencontres fortuites. Apolline avait tenté de respecter les conseils de sa mère, se cantonnant aux zones de service et évitant soigneusement les espaces où Balthazar était susceptible de se trouver. Mais le château semblait avoir rétréci depuis leur première rencontre dans la bibliothèque, comme si chaque couloir, chaque escalier conspirait à les rapprocher malgré leurs efforts. Ce matin-là, Vérène avait envoyé sa fille dans les jardins pour cueillir des herbes fraîches destinées au dîner. Une tâche simple qui lui permettrait de prendre l'air et d'échapper à l'atmosphère confinée des cuisines. Apolline avait accepté avec soulagement, espérant que cette sortie lui permettrait de retrouver un peu de sérénité. Elle se dirigea vers le potager situé à l'arrière du château, un panier d'osier au bras. Le soleil de fin de matinée réchauffait agréablement sa peau, et pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit véritablement détendue. Elle portait une robe d'été en coton blanc brodée de petites fleurs bleues que sa mère avait jugée acceptable, après l'avoir rallongée d'un ourlet supplémentaire. Le potager était un havre de paix, organisé avec le même soin maniaque que le reste de la propriété. Des rangées parfaites de légumes alternaient avec des carrés d'herbes aromatiques, créant un damier verdoyant qui embaumait la menthe, le basilic et le thym. Apolline s'agenouilla près des plants de persil, respirant profondément ces odeurs qui lui rappelaient son enfance. « Vous jardinez maintenant ?» La voix grave la fit sursauter. Elle se redressa vivement, manquant de renverser son panier, et se retourna pour découvrir Balthazar qui l'observait depuis l'entrée du potager. Il portait un pantalon de lin beige et une chemise blanche aux manches retroussées, ses cheveux légèrement ébouriffés par la brise matinale. Dans cette lumière dorée, il paraissait moins sombre que dans la pénombre de la bibliothèque, presque accessible. « Je cueille des herbes pour ma mère », balbutia-t-elle, consciente de la terre qui maculait ses genoux et de ses cheveux qui s'échappaient de sa queue de cheval. « Vérène m'a dit que vous aviez vécu à Lyon ces dernières années. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas ?» Il s'approcha lentement, ses mains dans les poches, et Apolline sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait pas prévu cette conversation, ces questions personnelles qui créaient entre eux une intimité dangereuse. Les études, puis un travail dans une maison d'édition. Vous aimez les livres. Ce n'était pas une question, plutôt une constatation qui la surprit. Oui, beaucoup. Et vous? Je vous ai vu lire dans la bibliothèque. Les livres ne partent pas, dit-il avec une amertume qui la toucha en plein cœur. Ils restent fidèles à leurs histoires, contrairement aux gens. Apolline comprit qu'il faisait allusion à sa femme disparue, Céleste d'Estienne, morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, laissant derrière elle un mari inconsolable et un mystère que les journaux avaient largement commenté. Certains parlèrent d'un simple accident, d'autres évoquaient des circonstances plus troubles. « Je suis désolé pour votre femme », dit-elle doucement. Le visage de Balthazar se durcit instantanément, et elle regretta immédiatement ses paroles. Elle venait de franchir une ligne qu'elle n'aurait pas dû traverser, d'aborder un sujet qui ne la regardait pas. « Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû... »« Non » l'interrompit-il, sa voix plus douce. « Vous avez le droit de présenter vos condoléances. C'est juste que peu de gens osent encore prononcer son nom devant moi. » Il s'approcha d'un rosier grimpant qui ornait le mur du potager, effleurant les pétales d'une rose rouge sang avec une délicatesse qui contrastait avec sa prestance masculine. Elle adorait ce jardin. Elle passait des heures ici à parler aux plantes comme si elles pouvaient lui répondre. Un sourire triste étira ses lèvres. Je la trouvais folle. Maintenant, je comprends mieux ce qu'elle cherchait. Quoi donc? La paix, le silence, un endroit où être soi-même sans avoir à jouer un rôle. Leurs regards se croisèrent et Apolline sentit quelque chose passer entre eux. Une compréhension mutuelle, peut-être. La reconnaissance de 2 âmes blessées qui se cherchaient sans oser se l'avouer. « Vous jouez un rôle, vous aussi ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre audace. « Constamment. Héritier parfait, mari dévoué, homme d'affaires impitoyable. J'ai passé ma vie à être ce que les autres attendèrent de moi. » Il la regarda intensément. « Et vous? Qu'attendez-vous de la vie, Apolline ?» Son prénom dans sa bouche lui fit le même effet que la première fois. Une chaleur qui se répandait dans tout son corps, un frisson qui courait le long de sa colonne vertébrale. Elle aurait dû répondre quelque chose de conventionnel, de sûr. Au lieu de cela, elle dit la vérité. « Je veux vivre quelque chose qui m'appartienne vraiment. Pas les rêves de ma mère, pas les attentes de la société. Quelque chose de personnel. Même si c'est dangereux. » La question résonna entre eux comme un défi. Apolline comprit qu'ils ne parlaient plus de vie en général, mais de ce qui était en train de naître entre eux, cette attraction magnétique qu'elle sentait grandir à chaque seconde passée en sa présence. « Surtout si c'est dangereux », répondit-elle dans un souffle. Balthazar fit un pas vers elle,
puis s'arrêta brutalement, comme s'il venait de reprendre conscience de où ils étaient et de qui ils étaient. Son expression se ferma et il recula. « Votre mère vous attend sûrement, » dit-il d'une voix redevenue formelle. « Oui, probablement. » Mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là, séparés par quelques mètres et par un abîme social qui semblait soudain dérisoire face à ce qui pulsait entre eux. « Apolline, » commença-t-il, puis il secoua la tête. « Non, c'est impossible. » « Qu'est-ce qui est impossible? Vous le savez très bien. » Elle le savait, effectivement, mais une partie d'elle refusait de l'accepter. Une partie d'elle voulait se battre contre cette fatalité qui les condamnait avant même qu'ils aient eu la chance d'explorer ce qu'ils ressentaient. « Peut-être que certaines choses valent la peine de prendre des risques, » dit-elle, en soutenant son regard. « Pas quand ces risques impliquent des innocents. Votre mère, ma mère n'a pas à dicter ma vie. Votre mère a consacré 20 ans de sa vie au service de ma famille. Vous voulez que je la remercie en séduisant sa fille ?» Le mot « séduire » resta suspendu dans l'air comme un aveu. Apolline sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il venait de reconnaître, implicitement, qu'il ressentait quelque chose pour elle, quelque chose d'assez fort pour qu'il le considère comme une trahison envers Vérène. Et si ce n'était pas de la séduction? Et si c'était autre chose? Balthazar la regarda longuement, et elle vit dans ses yeux un combat féroce entre le désir et la raison. Finalement, la raison l'emporta. Il détourna le regard et fit un pas vers la sortie du potager. « Nous ne devrions plus nous retrouver seuls, » dit-il sans la regarder. « Balthazar !» Il se figea en entendant son prénom dans sa bouche. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, abandonnant le monsieur de rigueur. Une transgression minuscule qui résonna comme un coup de tonnerre. « Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà, » murmura-t-il avant de s'éloigner à grands pas. Apolline resta seule dans le potager, son panier d'herbe oublié à ses pieds. Elle porta une main à son cœur, tentant de calmer ses battements erratiques. Quelque chose venait de se passer, quelque chose d'irréversible et de terrifiant. Elle venait de comprendre qu'elle était en train de tomber amoureuse de Balthazar d'Estienne, et lui, malgré tous ses efforts pour résister, n'était pas indifférent à ce qui grandissait entre eux. Le problème, c'est que cet amour naissant portait en lui les germes de sa propre destruction, comme ces roses magnifiques qui ornèrent le mur du potager, mais dont les épines pouvaient faire saigner ceux qui osaient les cueillir. Les recommandations de Balthazar concernant leur rencontre solitaire auraient dû mettre fin à cette dangereuse attirance. Au lieu de cela, elles ne firent qu'attiser un désir qui grandissait dans l'ombre, nourri par l'interdit et les regards volés. Apolline découvrait avec stupeur qu'elle était capable de stratégies dont elle ne se serait jamais crue capable, trouvant 1000 prétextes pour croiser son chemin sans éveiller les soupçons de sa mère. Ce soir-là, Vérène avait organisé un dîner pour les quelques propriétaires terriens des environs, une tradition que Balthazar avait acceptée à contre-cœur. Apolline avait été mobilisée pour aider au service, dissimulée dans l'uniforme discret des femmes de chambre. Robe noire simple, tablier blanc immaculé, cheveux tirés en chignon strict. Elle se fondait parfaitement dans le décor, invisible aux yeux des invités, mais terriblement présente dans le regard de celui qu'elle ne pouvait s'empêcher de chercher. La salle à manger principale rayonnait sous les feux des lustres en cristal. La table en acajou massif pouvait accueillir 20 convives, mais ce soir, seules 8 personnes y avaient pris place. Balthazar présidait en bout de table, impeccable dans son costume sombre, jouant parfaitement son rôle d'hôte distingué. Apolline l'observait discrètement tout en servant les plats, fascinée par cette facette publique de sa personnalité qu'elle découvrait. Il conversait avec aisance des sujets convenus, les récoltes, les investissements immobiliers, la politique locale. Mais elle percevait la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts se crispaient imperceptiblement autour de son verre de vin. Ce masque social lui pesait, elle le sentait. « Balthazar, nous ne vous voyons plus jamais à Paris », disait Madame Durand, une femme d'âge mûr aux bijoux ostentatoires. Céleste adorait pourtant les soirées de la capitale. Un silence gêné s'abattit sur la table. Apolline vit la mâchoire de Balthazar se contracter, ses knuckles blanchir autour de son verre. Elle eut envie de s'interposer et de détourner l'attention, de le protéger de cette indiscrétion cruelle. « Les affaires me retiennent beaucoup ici », répondit-il d'une voix neutre, maîtrisée. « Bien sûr, reprit la femme, inconsciente de sa maladresse. « Mais un homme de votre âge ne devrait pas rester seul éternellement. Il vous faut une nouvelle épouse, quelqu'un qui saurait redonner vie à ce château. » Apolline faillit laisser tomber le plat qu'elle tenait. Ses yeux croisèrent ceux de Balthazar par-dessus la table, et elle lut dans son regard une détresse qui lui serra le cœur. Sans réfléchir, elle fit un pas vers lui.
comme si elle pouvait physiquement l'extraire de cette conversation pénible. « Madame Durand, » intervint Monsieur Laurent, un homme plus âgé au regard bienveillant. « Peut-être pourrions-nous parler d'autre chose? Ces côtelettes d'agneau sont remarquables. » Balthazar lui adressa un regard reconnaissant et la conversation dévia heureusement vers des sujets moins personnels. Mais Apolline avait vu. Elle avait vu la vulnérabilité qu'il cachait si soigneusement, cette blessure à vif que les conventions sociales venaient régulièrement rouvrir. Le service se poursuivit dans un ballet silencieux. Apolline évoluait autour de la table avec une grâce naturelle, anticipant les besoins des convives, remplissant les verres, remplaçant les assiettes. Et chaque fois qu'elle passait près de Balthazar, elle sentait son regard sur elle, brûlant et troublant. Ce fut lors du service du dessert que l'incident se produisit. Apolline se penchait pour déposer une part de tarte aux poires devant Monsieur Laurent, quand celui-ci, un peu éméché, fit un geste brusque pour attraper son verre. Son coude heurta violemment le bras d'Apolline, qui vacilla et se rattrapa de justesse, en posant sa main libre sur l'épaule de Balthazar. Le contact fut électrisant. Même à travers le tissu de sa veste, elle sentit la chaleur de sa peau, la tension de ses muscles. Leurs visages se retrouvèrent dangereusement proches, et pendant une fraction de seconde, le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus que cette proximité interdite, ce désir qui pulsait entre eux comme un courant électrique. « Pardonnez-moi », murmura-t-elle, consciente que sa main s'attardait plus que nécessaire. « Ce n'est rien », répondit-il d'une voix rauque, ses yeux plongés dans les siens. Mais sa main monta instinctivement pour couvrir la sienne, et ce geste, imperceptible pour les autres convives, résonna entre eux comme un aveu. Ses doigts effleurèrent les siens, caresse furtive mais brûlante, qui envoya des frissons dans tout le corps d'Apolline. Elle se redressa précipitamment, le souffle court, et termina le service dans un état second. Balthazar avait retiré sa main, mais elle sentait encore la trace de ses doigts sur sa peau, comme une marque invisible et indélébile. Le dîner se termina enfin, et les invités se retirèrent dans le salon pour le café et les digestifs. Apolline aida les autres femmes de chambre à débarrasser la table, ses gestes mécaniques, tandis que son esprit rejouait inlassablement ces quelques secondes de contact. « Apolline !» La voix de Vérène la fit sursauter. Sa mère se tenait dans l'embrasure de la porte de service, son regard perçant fixé sur elle. « Maman, monte te changer et redescends m'aider aux cuisines. Nous en avons pour 1 heure avant que les invités partent. » Il y avait quelque chose dans le ton de Vérène qui mit Apolline mal à l'aise. Une froideur inhabituelle, une distance qui n'existait pas le matin même. Avait-elle remarqué quelque chose? Avait-elle vu ce moment de faiblesse avec Balthazar? Apolline monta dans sa chambre, le cœur battant. Elle retira l'uniforme noir et enfila une robe simple en jersey gris, tentant de calmer sa respiration erratique. Ce qui venait de se passer dans la salle à manger était dangereux. Plus que dangereux, c'était suicidaire. Mais elle ne pouvait nier l'effet que ce contact avait eu sur elle, cette envie folle de retrouver la chaleur de sa peau contre la sienne. En redescendant, elle croisa Balthazar dans le couloir principal. Il sortait visiblement du salon, probablement pour s'échapper quelques minutes de ses devoirs d'hôte. Ils se figèrent tous les deux face à face dans la pénombre du couloir éclairé seulement par les appliques murales. « Apolline !» commença-t-il, et elle entendit dans sa voix la même tension que celle qui l'habitait. « Je sais », dit-elle rapidement. C'était imprudent, très imprudent. Il s'approcha d'un pas, et elle vit dans ses yeux un combat intérieur qui la bouleversa. « Mais je n'arrive pas à... »« À quoi ?»« À vous oublier. » Ces 4 mots tombèrent entre eux comme une confession. Apolline sentit son cœur s'emballer. Sa résistance s'effritait un peu plus. Il venait d'avouer ce qu'elle ressentait elle-même, cette impossibilité de l'effacer de ses pensées, cette obsession grandissante qui colorait chacune de ses journées. « Moi non plus », avoua-t-elle dans un souffle. Ils se regardèrent en silence, conscients qu'ils venaient de franchir une nouvelle ligne. Ce n'était plus seulement de l'attirance physique, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Quelque chose qui ressemblait à de l'amour. « Nous devons être plus prudents, dit-il finalement, mais sa voix manquait de conviction. « Oui, acquiesça-t-elle, sans bouger d'un millimètre. Votre mère, ma mère ne doit rien savoir. »« Non, confirma-t-il, elle ne doit rien savoir. » Mais même en prononçant ces mots, ils savaient tous les deux qu'ils étaient en train de se mentir. Car ce qui grandissait entre eux était trop puissant pour rester caché éternellement. Tôt ou tard, quelqu'un remarquerait ces regards qui s'attardaient, ces gestes qui trahissaient leurs sentiments, cette tension électrique qui les entourait comme un halo visible. Tôt ou tard, leur secret éclaterait au grand jour. Et quand cela arriverait, rien ne serait plus jamais comme avant.
Des voix résonnèrent dans le salon, rappelant à Balthazar ses obligations d'hôte. Il recula à regret, mais avant de partir, il murmura « Demain matin, la bibliothèque, 8 heures ». Ce n'était pas une question, mais Apolline hocha la tête. Elle savait qu'elle devrait refuser, qu'elle devrait mettre fin à cette folie avant qu'il ne soit trop tard, mais elle savait aussi qu'elle serait là. Apolline n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans son petit lit, elle avait regardé les heures défiler sur son réveil, oscillant entre l'excitation et la terreur à l'idée de ce rendez-vous matinal. 8 heures, la bibliothèque. Ces mots résonnaient dans sa tête comme une promesse et une menace à la fois. À 7h45, elle descendit silencieusement l'escalier de service. Les cuisines étaient encore désertes, Vérène ne se levant jamais avant 8 heures depuis sa blessure. Apolline traversa les couloirs comme une ombre, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende depuis les étages. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte. Elle poussa le battant et entra, découvrant Balthazar debout face à la fenêtre, les mains dans les poches. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche dont les premiers boutons étaient défaits, révélant un triangle de peau bronzée qui fit accélérer le pouls d'Apolline. « Vous êtes venu, dit-il sans se retourner. J'ai failli ne pas venir. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Vous !» Il se tourna enfin vers elle, et l'intensité de son regard la cloua sur place. Il avait l'air de quelqu'un qui avait lutté toute la nuit contre ses démons intérieurs et qui avait perdu le combat. « Nous sommes en train de commettre une erreur, dit-il d'une voix rauque. Je sais, une erreur qui pourrait détruire la vie de votre mère. Je sais cela aussi. Alors pourquoi êtes-vous là ?» Apolline s'approcha lentement, chaque pas la rapprochant d'un point de non-retour qu'elle sentait approcher à grands pas. « Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai envie de choisir. Pas ce qui est raisonnable, pas ce qui est attendu de moi, ce que je veux vraiment. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment, Apolline ?» La question flottait entre eux, lourde de sous-entendus. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, distinguer les petites rides de fatigue au coin de ses yeux. « Vous, dit-elle simplement, je vous veux, vous. » Un gémissement sourd échappa à Balthazar, comme si ces mots venaient de briser sa dernière défense. Il leva une main tremblante vers son visage, effleurant sa joue avec une tendresse qui la fit frissonner. « Vous ne savez pas ce que vous dites. »« Si, je le sais. Je sais exactement ce que je dis. » Elle posa sa propre main sur la sienne, l'empêchant de s'éloigner. « Je sais que c'est de la folie. Je sais que nous n'avons aucun avenir ensemble. Je sais que cela finira mal. Mais je sais aussi que si je ne vis pas cela maintenant, je le regretterai toute ma vie. Apolline, vous aussi vous me voulez. Je le vois dans vos yeux. Je le sens quand vous me regardez. Arrêtez de lutter contre quelque chose qui nous dépasse. » Il la regardait comme si elle était un mirage, quelque chose de trop beau pour être réel. Sa main glissa de sa joue à sa nuque, ses doigts se perdant dans ses cheveux châtains. « Vous êtes si jeune. J'ai 26 ans, Balthazar. Je ne suis plus une enfant. Pour moi, vous en serez toujours une. La petite fille qui se cachait derrière les rideaux quand vous étiez encore marié, termina-t-elle pour lui. Mais vous ne l'êtes plus, et je ne suis plus cette petite fille. » Pour le prouver, elle se hissa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes. Ce fut d'abord un contact timide, presque chaste, mais qui eut l'effet d'une étincelle sur de la poudre. Balthazar résista une fraction de seconde, puis l'attira brusquement contre lui, ses bras se refermant autour de sa taille comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Le baiser se transforma en quelque chose de plus profond, de plus désespéré. Toute la tension accumulée depuis son retour au château explosa dans cette étreinte. Des semaines de regards volés et de désirs refoulés qui trouvaient enfin leur expression. Les mains de Balthazar remontèrent le long de son dos, la pressant contre lui avec une passion qui la fit vaciller. Apolline découvrait un monde de sensations qu'elle n'avait jamais imaginé. La barbe naissante qui râpait doucement sa peau, le goût de thé et de miel sur ses lèvres, la force de ses bras qui l'enveloppaient comme un cocon protecteur. Elle avait l'impression de fondre, de se liquéfier entre ses mains. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, Balthazar posa son front contre le sien, ses yeux fermés comme s'il luttait contre une douleur physique. « Mon Dieu, qu'est-ce que nous faisons ?» murmura-t-il. « Nous vivons, » répondit-elle, encore étourdie par l'intensité de ce premier baiser. « Votre mère va nous tuer. Ma mère ne le saura jamais. » Apolline. Il ouvrit les yeux et la regarda avec une tendresse mêlée de désespoir. « Je ne peux pas vous promettre un avenir. Je ne peux même pas vous promettre que nous ne serons pas découverts. Je ne vous demande rien de tout cela. Qu'est-ce que vous me demandez alors? Juste cet instant, et peut-être celui d'après, et celui d'après encore.
Elle caressa son visage, suivant la ligne de sa mâchoire du bout des doigts. « Je ne veux pas penser à demain, je veux juste être avec vous. » Il ferma les yeux sous sa caresse, et elle vit passer sur son visage une expression de pure vulnérabilité qui lui serra le cœur. « Vous allez me rendre fou, dit-il dans un souffle. Tant mieux, j'ai envie de vous voir perdre le contrôle. » Il rouvrit les yeux, et ce qu'elle y lut la fit frissonner. Du désir, certes, mais aussi quelque chose de plus sombre, de plus possessif. Quelque chose qui lui disait qu'elle venait de réveiller une part de lui qu'il gardait soigneusement enfouie. « Attention à ce que vous souhaitez, Apolline. Vous pourriez l'obtenir. » Avant qu'elle puisse répondre, le bruit de pas dans le couloir les fit se séparer brutalement. Apolline bondit vers l'une des étagères, feignant de chercher un livre, tandis que Balthazar retournait vers la fenêtre, tentant de reprendre une contenance normale. La porte s'ouvrit sur Vérène, qui entra d'un pas claudiquant s'appuyant sur sa canne. « Monsieur Balthazar, pardonnez-moi de vous déranger si tôt, mais... » Elle s'arrêta net en voyant Apolline près des livres, ses yeux se plissant légèrement. « Apolline, que fais-tu ici ?»« Je cherchais un livre pour occuper mes soirées, » balbutia la jeune femme, priant pour que sa mère ne remarque pas ses joues encore enflammées. Vérène les regarda tour à tour, et Apolline eut l'impression terrifiante que sa mère devinait tout. Ses yeux perçants qui avaient supervisé cette maison pendant 20 ans ne laissaient rien passer. « Un livre » répéta Vérène lentement, « à 8 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Balthazar avait le dos tourné, mais Apolline voyait la tension dans ses épaules. Vérène continuait de les observer, et son expression se durcissait de seconde en seconde. « Monsieur Balthazar, » dit-elle finalement, « j'étais venue vous informer que le nouveau jardinier arrivera cet après-midi pour l'entretien des parterres. » « Très bien, Vérène. Merci. Apolline, tu m'accompagnes aux cuisines ? J'ai besoin d'aide pour préparer les plateaux du petit déjeuner. » Ce n'était pas une demande, mais un ordre déguisé. Apolline replaça le livre qu'elle avait pris au hasard et suivit sa mère vers la sortie. En passant près de Balthazar, leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, et ce qu'elle y lut lui confirma ce qu'elle savait déjà. Tout venait de changer entre eux, et Vérène avait des soupçons. En refermant la porte de la bibliothèque derrière elle, Apolline sentit que leur secret venait de prendre une dimension beaucoup plus dangereuse. Le jeu qu'ils jouaient n'était plus seulement risqué, il était devenu mortel. Le trajet jusqu'aux cuisines se déroula dans un silence glacial. Vérène claudiquait devant Apolline, sa canne frappant le sol de marbre avec une régularité métronome qui résonnait comme un compte à rebours. Apolline sentait le regard de sa mère peser sur elle, cette faculté troublante qu'avait Vérène de percevoir les non-dits et de lire entre les lignes. Une fois dans les cuisines, Vérène se tourna vers sa fille et la dévisagea longuement. Ses yeux gris, d'ordinaire si bienveillants, avaient pris une dureté que Apolline ne lui avait jamais vue. « Assieds-toi, » dit-elle en désignant une chaise près de la grande table de travail. « Maman, je peux t'aider pour les plateaux. Assieds-toi. » Le ton ne souffrait aucune discussion. Apolline obéit, ses mains moites se crispant sur le bord de sa chaise. Vérène s'installa en face d'elle, posant sa canne contre la table avec un bruit sec qui la fit sursauter. « Depuis combien de temps ?» demanda Vérène sans préambule. « Depuis combien de temps, quoi ? Ne me prends pas pour une idiote, Apolline. Je supervise cette maison depuis 20 ans. Je sais reconnaître les signes quand deux personnes s'intéressent l'une à l'autre. » Le sang d'Apolline se figea dans ses veines. Sa mère savait, ou du moins elle suspectait quelque chose. Comment avait-elle pu être si naïve ? Vérène était la gouvernante la plus observatrice de toute la région parisienne. Rien ne lui échappait jamais. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » tenta-t-elle malgré tout. « Tes joues étaient rouges quand je suis entrée dans la bibliothèque. Tu respirais comme si tu venais de courir un marathon. » Et M. Balthazar évitait soigneusement de nous regarder. Vérène se pencha vers sa fille, ses yeux perçants la sondant impitoyablement. « Sans compter que vous étiez tous les deux là-dedans à 8 heures du matin, soi-disant par hasard. » Apolline sentit ses défenses s'effriter une à une. Face à cette logique implacable, face à cette connaissance intime du fonctionnement du château, elle se sentait comme une enfant prise en faute. « Maman, il t'a touché ?» La question claqua comme un fouet. Apolline rougit violemment, ce qui constitua une réponse en soi. Vérène ferma les yeux, comme si elle encaissait un coup physique. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Mon Dieu, Apolline, qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai rien fait de mal. » « Rien fait de mal ?» Vérène se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. « Tu te jettes dans les bras d'un homme de 15 ans ton aîné, un homme qui vient de perdre sa femme, un homme pour qui je travaille depuis 2 décennies, et tu dis que tu n'as rien fait de mal ?
Je l'aime. Les mots avaient jailli de sa bouche avant qu'elle puisse les retenir. Ils résonnèrent dans les cuisines comme une déflagration, et Apolline réalisa qu'elle venait de dire à voix haute ce qu'elle se refusait encore à admettre quelques heures plus tôt. Vérène la regarda comme si elle venait de la gifler. « Tu l'aimes », répéta-t-elle d'une voix blanche. « Tu crois l'aimer. C'est différent. »« Non, maman, je l'aime vraiment. Et lui quoi? Il t'aime aussi ?» Vérène eut un rire amer qui fit mal au cœur d'Apolline. « Ma pauvre enfant, tu ne comprends donc rien aux hommes comme lui? Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je veux dire que Balthazar d'Estienne ne tombe pas amoureux, Apolline. Il possède. Il prend ce qui lui fait envie, puis il se lasse et passe à autre chose. » Vérène s'appuya contre le plan de travail, soudain vieilli de 10 ans. « J'ai vu défiler assez de femmes dans sa vie avant son mariage pour savoir de quoi je parle. Tu te trompes. Ce qui se passe entre nous est différent. C'est exactement ce que se disent toutes les femmes qui tombent dans ses filets. » Apolline se leva à son tour, la colère remplaçant la culpabilité. Sa mère ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre ce qu'elle ressentait. Cette connexion unique qui existait entre Balthazar et elle, cette reconnaissance mutuelle de deux âmes blessées qui se trouvaient. « Tu ne le connais pas comme je le connais, » dit-elle fermement. « Je le connais depuis qu'il a 20 ans. J'ai vu grandir cet homme. J'ai vu ses colères, ses caprices, sa façon de traiter les femmes comme des objets de collection. Il a changé. Les hommes comme lui ne changent pas, Apolline. Ils se contentent de porter des masques différents selon les circonstances. » Le silence qui suivit fut tendu, chargé de reproches et d'incompréhension mutuelle. Vérène fixait sa fille avec une expression de déception profonde qui lui brisait le cœur. « Écoute-moi bien, » dit finalement Vérène d'une voix froide et déterminée. « Cette passade va s'arrêter immédiatement. Tu ne t'approcheras plus de lui, tu ne lui parleras plus, tu feras comme s'il n'existait pas. Tu ne peux pas me demander ça. Je ne te le demande pas, je te l'ordonne. Je ne suis plus une enfant. Alors comporte-toi en adulte responsable, » explosa Vérène. « Pense aux conséquences de tes actes. Crois-tu que M. Balthazar m'expliquera poliment qu'il entretient une relation avec ma fille? Crois-tu qu'il prendra le risque de salir sa réputation pour tes beaux yeux ?» Apolline voulut protester, mais sa mère continua implacable. « Non, quand cette histoire éclatera au grand jour, et elle éclatera car ces choses-là finissent toujours par se savoir, il niera tout en bloc. Il dira que tu l'as harcelé, que tu as profité de ta position dans cette maison pour t'imposer à lui. Et moi, je serais renvoyé pour ne pas avoir su tenir ma fille. Il ne ferait jamais ça. Il le ferait, Apolline, parce que c'est exactement ce qu'ont fait tous les hommes de sa classe sociale avant lui quand ils se sont retrouvés dans cette situation. » Les mots de Vérène s'enfonçaient dans l'esprit d'Apolline comme autant de poignards. Une partie d'elle refusait de les croire, s'accrochait à l'image de l'homme vulnérable qu'elle avait tenu dans ses bras quelques minutes plus tôt, mais une autre partie, plus pragmatique, ne pouvait s'empêcher de se demander si sa mère n'avait pas raison. « 20 ans, » murmura Vérène, les larmes aux yeux. « 20 ans que je me suis battue pour construire une réputation irréprochable dans cette maison. 20 ans à me lever avant l'aube, à me coucher après minuit, à sacrifier ma propre vie pour assurer notre avenir. Et toi, en quelques jours, tu menaces de tout détruire pour un homme qui ne t'épousera jamais. » Cette dernière phrase atteignit Apolline en plein cœur. Elle réalisa soudain l'étendue de ce que sa mère avait sacrifié pour elle, l'ampleur des risques qu'elle faisait courir à cette femme, qu'il avait élevée seule et qui avait tout donné pour lui offrir une vie décente. « Maman, non. » Vérène leva une main pour l'arrêter. « Tu vas remonter dans ta chambre et tu vas réfléchir, vraiment réfléchir. Pas avec ton cœur, pas avec tes hormones, mais avec ta tête. Et quand tu auras retrouvé la raison, tu viendras me dire que cette folie est terminée. » Apolline acquiesça en silence, incapable de prononcer un mot. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Et s'il m'aimait vraiment, maman? S'il était prêt à tout risquer pour moi ?» Vérène la regarda longuement, et l'expression de pitié qui passa sur son visage fut plus douloureuse que tous les reproches. « Alors il faudrait qu'il te le prouve, ma chérie. Pas avec des mots ou des baisers volés, mais avec des actes, de vrais actes qui engagent son avenir autant que le tien. » En montant l'escalier vers sa chambre, Apolline sentit le poids de cette vérité lui écraser les épaules. Car au fond d'elle-même, elle savait que sa mère avait raison sur un point essentiel. L'amour sans courage n'était que de l'égoïsme déguisé. Restait à savoir si Balthazar d'Estienne était capable de ce courage, ou si elle n'était finalement qu'un caprice passager dans la vie d'un homme habitué à prendre sans jamais avoir à donner en retour. Apolline passa 3 jours entiers enfermée dans sa chambre, prétextant une migraine pour éviter de croiser Balthazar dans les couloirs du château.
3 jours à tourner en rond dans les quelques mètres carrés de sa petite mansarde, oscillant entre la culpabilité et la révolte, entre l'amour et la raison. Les mots de sa mère résonnaient sans cesse dans sa tête, s'entremêlant au souvenir du baiser qu'elle avait partagé avec Balthazar. Le 4e matin, n'y tenant plus, elle descendit aux cuisines avant l'aube. Elle avait besoin d'air, de mouvement, de faire quelque chose de ses mains pour échapper à ce tourbillon de pensées contradictoires. Vérène était déjà là, préparant le plateau du petit déjeuner de Balthazar avec ses gestes précis et méticuleux. « Tu te sens mieux ?» demanda sa mère sans lever les yeux de sa tâche. « Physiquement, oui. Et moralement ?» Apolline ne répondit pas. Elle savait que Vérène attendait des excuses, une promesse solennelle qu'elle renoncerait à Balthazar. Mais les mots refusèrent de sortir de sa bouche. « Apolline, je vais porter le plateau », l'interrompit-elle en saisissant le service avant que sa mère puisse protester. « Non, tu ne dois plus. Une dernière fois, maman, pour lui dire que c'est fini. » Vérène la regarda longuement, puis hocha la tête avec réticence. Elle avait l'air épuisée, vieillie par ces 3 jours de tension et d'inquiétude. « Une dernière fois, » confirma-t-elle, « et puis tu fais tes valises. »« Mes valises ? Tu retournes à Lyon. Aujourd'hui même. J'ai appelé ton ancienne patronne à la maison d'édition. Elle peut te reprendre dès lundi prochain. » Le cœur d'Apolline se serra. Sa mère avait déjà tout organisé, tout prévu. Dans l'esprit de Vérène, il n'y avait plus aucun doute. Cette histoire devait se terminer et le plus vite possible serait le mieux. Apolline monta vers la bibliothèque, le plateau tremblant légèrement entre ses mains. Chaque marche lui paraissait plus difficile que la précédente, comme si elle gravissait une montagne. Arrivée devant la porte, elle marqua une pause, rassemblant son courage pour ce qui serait peut-être leur dernier tête-à-tête. Elle frappa doucement et entra, sans attendre de réponse. Balthazar était assis dans son fauteuil habituel, mais il ne lisait pas. Il fixait la fenêtre d'un regard absent, les traits creusés par la fatigue et l'inquiétude. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui lui brisa le cœur. « Apolline, où étiez-vous? J'ai demandé à votre mère. Elle m'a dit que vous étiez souffrante. J'avais besoin de réfléchir. » Elle posa le plateau sur la table basse, évitant soigneusement de croiser son regard. Mais il se leva et s'approcha d'elle, ses mains se tendant instinctivement vers les siennes. Réfléchir à quoi? À nous, à ce qui s'est passé l'autre matin. « Apolline, regardez-moi. » Elle obéit à contre-cœur, et ce qu'elle lut dans ses yeux la bouleversa. Il y avait là une tendresse infinie, une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. Cet homme puissant et inaccessible semblait soudain fragile, presque suppliant. « Je n'ai pas cessé de penser à vous, » avoua-t-il d'une voix rauque. « À ce baiser, à la sensation de vous tenir dans mes bras, j'ai l'impression de revivre pour la première fois depuis la mort de Céleste. » Balthazar, non, laissez-moi parler. Il prit ses mains dans les siennes, les portant à ses lèvres pour y déposer un baiser qui la fit frissonner. « Je sais que c'est compliqué, je sais que nous ne devrions pas, mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus prétendre que vous m'êtes indifférente. Ma mère sait. » Les mots tombèrent entre eux comme une sentence. Balthazar se figea, ses mains se crispant autour des siennes. Qu'est-ce qu'elle sait exactement? Tout, enfin presque tout. Elle nous a vus l'autre matin, elle a deviné ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Apolline hésita, cherchant les mots justes pour traduire la colère et la déception de Vérène sans pour autant blesser Balthazar. Mais il lut la vérité dans son silence. « Elle vous a demandé de rompre, » dit-il d'une voix blanche. « Elle m'a rappelé les réalités de notre situation, votre position, la mienne, les risques que nous faisons courir à sa carrière, et vous êtes d'accord avec elle. Ce n'était pas une question, mais une constatation amère. » Apolline vit quelque chose se fermer dans le regard de Balthazar, cette carapace de protection qu'il remettait en place chaque fois qu'il se sentait menacé. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle honnêtement. « Une partie de moi comprend ces arguments. Une autre refuse d'abandonner quelque chose d'aussi beau que ce qui naît entre nous. Et quelle partie l'emporte? Celle qui vous aime. » Elle avait dit ces mots dans un souffle, mais ils résonnèrent dans la bibliothèque comme une déclaration de guerre. Balthazar la regarda avec une intensité qui la fit vaciller, puis l'attira brutalement contre lui. « Alors ne partez pas, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Ne me laissez pas retomber dans cette solitude qui me ronge depuis 2 ans. Je pars pour Lyon ce soir. Ma mère a déjà tout organisé. Et si je vous demandais de rester, comment? Je pourrais parler à Vérène, lui expliquer que mes intentions sont sérieuses, que ce n'est pas un caprice passager. » Apolline s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. Elle y cherchait la confirmation de ce qu'elle espérait entendre, mais elle ne trouva que de la confusion et de l'incertitude. « Quelles sont vos intentions exactement ?» demanda-t-elle doucement. La question le prit de court.
Il ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement en proie à un combat intérieur. Apolline comprit qu'il n'avait pas réfléchi aussi loin, qu'il vivait cette relation au jour le jour sans se poser la question de l'avenir. « Je ne sais pas », finit-il par avouer. « Tout va si vite, je n'ai pas encore... » « Vous ne savez pas », répéta-t-elle, et dans sa voix perçait une déception qu'elle ne chercha pas à dissimuler. « Apolline, ce n'est pas si simple. Il y a ma position, ma famille, les convenances. » Les convenances. Elle eut un rire amer qui lui rappela celui de sa mère quelques jours plus tôt. « Bien sûr, comment ai-je pu être assez naïve pour imaginer que vous pourriez passer outre? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. »« Si, c'est exactement ce que vous avez voulu dire. » Elle recula vers la porte, sentant les larmes monter à ses yeux. « Ma mère avait raison. Vous ne tombez pas amoureux, vous possédez. Et quand la possession devient trop compliquée, vous lâchez prise. »« Apolline, attendez !» Mais elle était déjà sortie, refermant la porte derrière elle avec un claquement définitif. Dans le couloir, elle s'effondra contre le mur, laissant enfin libre cours aux sanglots qu'elle retenait depuis plusieurs minutes. Elle venait de comprendre que l'amour ne suffisait pas, que sans courage, sans la volonté de se battre contre les obstacles, les plus beaux sentiments du monde n'étaient que des châteaux de sable qui s'effritaient à la première marée. Balthazar d'Estienne l'aimait peut-être à sa façon, mais il n'était pas prêt à renoncer à sa zone de confort pour elle. Il n'était pas prêt à affronter les jugements, les ragots, les complications que représentait leur union. Et elle méritait mieux qu'un amour de l'ombre. En remontant vers sa chambre pour faire ses valises, Apolline sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Pas seulement son cœur, mais aussi cette naïveté qui lui avait fait croire qu'elle pourrait changer le cours de sa destinée. Certaines frontières, comprit-elle, n'étaient pas faites pour être franchies, du moins pas par des gens comme eux. 3 heures plus tard, Apolline boucla sa dernière valise avec des gestes mécaniques. Ses affaires tenaient dans 2 sacs de voyage, témoignage pathétique de sa courte présence au château. Elle avait pleuré toutes les larmes de son corps, et maintenant une étrange sérénité l'habitait, la sérénité de celui qui a pris une décision difficile mais nécessaire. Un coup sec à sa porte la fit sursauter. Sa mère entra sans attendre de réponse, jetant un regard approbateur au bagage prêt. « Le taxi arrive dans 1 heure, » annonça Vérène. « J'ai préparé de quoi te nourrir pendant le voyage. »« Merci, maman. » Vérène s'assit lourdement sur le lit, soudain moins sûre d'elle. Ses mains tordaient nerveusement son tablier, trahissant une émotion qu'elle tentait de dissimuler. « Tu me détestes ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. « Non, maman. Je comprends pourquoi tu as fait ça. Mais tu ne me pardonnes pas. » Apolline s'assit à côté de sa mère, cherchant les mots justes. Comment expliquer cette mélange de gratitude et de rancœur qui l'habitait? Cette reconnaissance pour une mère protectrice, mêlée à la frustration d'une femme à qui on venait d'arracher ses rêves? « Je te pardonne, mais j'ai besoin de temps pour accepter. » Vérène hocha la tête, et Apolline vit des larmes briller dans ses yeux. Sa mère, si forte, si maîtresse d'elle-même, semblait soudain fragile et vulnérable. « J'ai eu si peur, » avoua Vérène. « Peur de perdre tout ce que j'ai construit. Peur que tu souffres. Peur que... » Elle s'interrompit. Mais Apolline comprit. Peur qu'elle reproduise les erreurs du passé. Car il y avait eu un homme, autrefois, dans la vie de Vérène. Un homme dont elle ne parlait jamais, mais dont l'absence hantait leur conversation comme un fantôme. « Tu l'as aimé, toi aussi, » dit doucement Apolline. « Quelqu'un qui n'était pas pour toi. » Le visage de Vérène se crispa, et elle détourna le regard. C'était différent. « Vraiment ? » ?»« Oui, parce que moi j'étais assez intelligente pour ne pas espérer l'impossible. » Avant qu'Apolline puisse répondre, des éclats de voix résonnèrent dans la cour du château. Elles se précipitèrent à la fenêtre et découvrirent une scène stupéfiante. Balthazar, debout près de la fontaine centrale, hurlait des ordres à 2 hommes en costume qui tentaient visiblement de le raisonner. « Sortez tous de chez moi !» rugissait-il. « Je n'ai que faire de vos conventions et de vos conseils. »« Monsieur d'Estienne, » tentait l'un des hommes, « soyez raisonnable. Cette décision pourrait ruiner. Que tout s'effondre. Vous m'entendez ? Je me fiche de perdre ma fortune, ma réputation, tout. J'en ai assez de vivre selon vos règles. » Apolline échangea un regard stupéfait avec sa mère. Elle n'avait jamais vu Balthazar dans cet état, cette rage froide qui le transformait en force de la nature. Les 2 hommes battirent en retraite vers leur voiture, manifestement dépassés par la situation. « Qu'est-ce qui lui prend ?» murmura Vérène. Comme en écho à sa question, Balthazar leva les yeux vers la fenêtre de la mansarde. Même à cette distance, Apolline sentit l'intensité de son regard, cette détermination farouche qu'elle ne lui connaissait pas. Il dit quelque chose aux hommes qui montèrent précipitamment en voiture et démarrèrent dans un crissement de pneus. « Il monte !» dit Vérène d'une voix blanche.
Effectivement, des pas résonnaient déjà dans l'escalier de service. Des pas rapides, déterminés, qui se rapprochaient inexorablement. Vérène se leva d'un bond, se positionnant entre la porte et sa fille comme un rempart. « Vérène !» La voix de Balthazar résonna dans le couloir. « Vérène, ouvrez cette porte. »« Monsieur Destienne, » répondit sa mère d'une voix ferme. « Je vous demande de redescendre. Ma fille se prépare à partir. »« Justement, c'est exactement ce que je veux empêcher. Vous n'avez pas votre mot à dire dans cette décision. » Un silence tendu suivit, puis la poignée tourna. Balthazar entra sans y avoir été invité, emplissant la petite chambre de sa présence. Il avait l'air d'un homme qui venait de prendre la décision la plus importante de sa vie, les cheveux ébouriffés, la cravate de travers, les yeux brillants d'une résolution farouche. « Apolline, » dit-il sans quitter Vérène des yeux, « ne partez pas. »« Monsieur Destienne, » s'interposa Vérène, « je vous interdis de... » « Non. » Sa voix claqua comme un fouet. « Pour une fois dans ma vie, c'est moi qui vais interdire quelque chose, Vérène. Je vous interdis de séparer votre fille de l'homme qui l'aime. Vous ne l'aimez pas, vous la désirez, c'est différent. Vous vous trompez. » Il se tourna enfin vers Apolline, et ce qu'elle lut dans ses yeux lui coupa le souffle. « Je l'aime au point d'être prêt à renoncer à tout ce qui faisait ma vie jusqu'ici. À ma fortune, à ma position sociale, à l'approbation de ma famille. »« Des mots !» cracha Vérène. « Rien que des mots. Vraiment ?» Balthazar sortit une liasse de papier de sa veste. « Voici l'acte de donation que je viens de signer. Je cède 50% de mes biens à des œuvres caritatives. Le reste sera placé dans un trust qui garantira une rente modeste, mais suffisante à Apolline et moi pour vivre dignement. » Vérène pâlit, comprenant soudain l'ampleur de ce qu'il venait de faire. « Vous êtes fou !» balbutia-t-elle. « Oui, fou d'amour pour votre fille. » Il tendit la main vers Apolline. « Je ne peux pas vous offrir le luxe auquel j'étais habitué. Je ne peux pas vous promettre l'approbation de la société. Mais je peux vous promettre un amour entier, un engagement total, une vie où vous ne serez jamais dans l'ombre. » Apolline regardait alternativement les papiers et l'homme qui venait de bouleverser sa vie en quelques minutes. Il avait fait ce qu'elle n'osait espérer. Il avait choisi l'amour plutôt que la facilité, le courage plutôt que les conventions. « Balthazar, » murmura-t-elle, « vous rendez-vous compte de ce que vous venez de faire ? » « Parfaitement. J'ai renoncé à une vie qui ne me rendait pas heureux pour embrasser celle qui me permet de vous garder. Et si je ne valais pas un tel sacrifice ?» Il s'approcha d'elle, prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Vous valez tous les sacrifices du monde, Apolline. Il m'a fallu 41 ans pour comprendre ce qu'était vraiment l'amour. Ne m'obligez pas à passer le reste de ma vie à le regretter. » Vérène les regardait, partagée entre l'admiration et l'incrédulité. Cet homme venait de faire ce qu'aucun homme de sa classe n'avait jamais fait. Renoncer à ses privilèges par amour. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Plus sérieux que je ne l'ai jamais été de ma vie. Et votre réputation? Votre famille? Qu'ils aillent au diable. » Il sourit pour la première fois depuis son arrivée. « J'ai découvert qu'on pouvait très bien vivre sans l'approbation des autres, mais qu'on ne pouvait pas vivre sans amour. » Apolline sentit ses dernières défenses s'effondrer. Cet homme avait fait ce qu'elle n'avait pas osé lui demander. Il avait choisi, vraiment choisi, pas entre elle et sa fortune, mais entre une vie de façade et une vie authentique. « Dans ce cas, » dit-elle en prenant sa main tendue, « je ne pars plus. » Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit Balthazar d'Estienne pleurer de joie. Une semaine s'était écoulée depuis la décision spectaculaire de Balthazar, et le château vivait dans une atmosphère électrique. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans la région parisienne. L'héritier d'Estienne avait dilapidé la moitié de sa fortune et vivait désormais une liaison avec la fille de sa gouvernante. Les langues se déliaient, les téléphones sonnaient sans cesse, et une parade d'avocats, de conseillers financiers et de membres de la famille défilait quotidiennement dans le grand salon. Apolline découvrait avec amertume le prix de leur bonheur. Chaque regard des domestiques la mettait mal à l'aise, chaque conversation qui s'interrompait à son passage lui rappelait qu'elle était devenue le sujet de tous les commérages. Même Vérène, malgré sa résignation forcée, gardait une distance polie qui brisait le cœur de sa fille. Ce matin-là, Apolline était dans les jardins quand elle aperçut une voiture qu'elle ne connaissait pas se garer devant le perron principal. Une femme élégante d'une 50aine d'années en descendit, ses talons claquant sur les graviers avec autorité. Même sans l'avoir jamais rencontrée, Apolline sut immédiatement qui elle était, Marguerite d'Estienne, la mère de Balthazar. Elle remonta précipitamment vers le château, espérant éviter cette confrontation qu'elle redoutait depuis une semaine. Mais la voix sèche la stoppa net dans le hall d'entrée. « Mademoiselle Lemoine, je présume ?» Apolline se retourna lentement.
Marguerite d'Estienne était encore plus intimidante en personne qu'elle ne l'avait imaginé. Grande, mince, vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, elle dégageait cette autorité naturelle que confèrent des décennies de pouvoir et de privilèges. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon strict et ses yeux bleus, si semblables à ceux de son fils, la jaugeaient avec un mépris non dissimulé. « Madame d'Estienne », répondit Apolline en tentant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Où est mon fils ?»« Il est sorti avec son notaire pour... Je n'ai pas besoin de détails. » Marguerite s'approcha et Apolline sentit le froid qui émanait de cette femme comme une lame de glace. « J'ai eu une conversation très instructive avec notre banquier ce matin. Il semblerait que Balthazar ait perdu la raison. Il a fait un choix. » « Un choix ?» Marguerite eut un rire glacial. « Appelle ton choix cette manipulation éhontée qui a poussé mon fils à dilapider l'héritage de 6 générations? Je n'ai manipulé personne. Vraiment? Une jeune femme séduisante qui profite de la vulnérabilité d'un homme endeuillé pour s'enrichir? C'est le plus vieux scénario du monde, ma chère. » Apolline sentit la colère monter en elle. Cette femme la réduisait à un cliché, refusant de voir la sincérité de ses sentiments ou le courage qu'avait montré Balthazar. « Vous vous trompez sur mes intentions. » « Mes intentions ?» Marguerite se rapprocha encore, sa voix devenant dangereusement douce. « Mes intentions sont très claires, mademoiselle. Vous allez disparaître de la vie de mon fils, immédiatement. Ce n'est pas à vous d'en décider. Détrompez-vous. » Marguerite sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Apolline. « Voici un chèque de 500 000 €, plus que suffisant pour vous installer confortablement n'importe où dans le monde et refaire votre vie loin d'ici. » Apolline regarda l'enveloppe sans la prendre, abasourdie par le cynisme de cette proposition. « Vous pensez vraiment que je peux s'acheter? Tout le monde a un prix, ma chère. Le vôtre est sans doute inférieur à ce que je vous propose. Vous vous trompez. Nous verrons. » Marguerite posa l'enveloppe sur la console du hall. « Car je dois vous avertir. Si vous refusez cette offre généreuse, les choses vont devenir très désagréables pour vous et votre mère. » Une menace à peine voilée. Apolline sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre mère travaille pour cette famille depuis 20 ans. Un petit audit de sa gestion pourrait révéler certaines irrégularités. Un vol de bijoux anciens, par exemple. Ou peut-être un détournement de fonds. Les preuves sont si faciles à fabriquer quand on a les bonnes relations. Vous n'oseriez pas. Essayez-moi. » Le sourire de Marguerite était plus terrifiant qu'une menace directe. Vérène finirait ses jours en prison. Et vous seriez marqué à vie. Aucun employeur respectable ne voudrait plus jamais de vous. Apolline comprit qu'elle se trouvait face à une femme capable de tout pour protéger ce qu'elle considérait comme son territoire. Une prédatrice sociale qui ne reculerait devant rien pour éliminer ce qu'elle percevait comme une menace. Balthazar ne vous pardonnera jamais si vous faites ça. Balthazar me remerciera quand il aura retrouvé ses esprits. L'amour, ma chère enfant, est un égarement temporaire. La famille, elle, est éternelle. Des pas résonnèrent dans le hall. Balthazar entrait, accompagné de son notaire. Quand il vit sa mère, son visage se durcit instantanément. « Mère, je ne vous attendais pas, visiblement. » Marguerite se tourna vers lui, son masque de courtoisie glaciale reprenant place. « Nous devons parler, Balthazar, en privé. Je n'ai rien à vous dire que Apolline ne puisse entendre. Au contraire, j'ai des révélations très intéressantes à te faire sur ta protégée. » Apolline vit Balthazar froncer les sourcils et elle sut que Marguerite était sur le point de jouer sa carte maîtresse. Quoi qu'elle ait préparé, cela risquait d'ébranler la confiance fragile qu'ils avaient reconstruite. « De quoi parlez-vous » demanda Balthazar. « De son passé, de ses véritables motivations. Savais-tu, par exemple, qu'elle avait déjà tenté ce genre d'approche avec d'autres hommes fortunés? »« C'est faux » protesta Apolline. « Vraiment ?» Marguerite sortit une chemise de son sac. « J'ai ici des témoignages très détaillés sur tes aventures lyonnaises. Un banquier, un industriel, tous mariés, tous riches, toujours le même schéma. La jeune femme fragile qui séduit l'homme en détresse. » Apolline sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle n'avait jamais eu de telles relations, mais elle savait que Marguerite était capable de fabriquer des preuves convaincantes. Et dans les yeux de Balthazar, elle vit poindre le doute. « Balthazar, dit-elle d'une voix suppliante, ne l'écoutez pas, vous me connaissez. Est-ce que je te connais vraiment ?» Sa voix était redevenue froide, distante. « 3 semaines, Apolline. Nous nous connaissons depuis 3 semaines. Vous m'avez connu enfant. J'ai connu une enfant. Pas la femme que tu es devenue. » Marguerite souriait, savourant sa victoire. Elle avait réussi à semer le poison du doute, à faire vaciller la confiance que Balthazar avait en Apolline. « Réfléchis, mon fils, » susurra-t-elle. « Cette décision précipitée, cette passion soudaine,
Ne te rappelle-t-elle pas quelque chose? N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé avec Céleste? Le nom de sa défunte épouse frappa Balthazar comme une gifle. Apolline vit quelque chose se briser dans son regard, une fêlure qui s'agrandissait de seconde en seconde. « Balthazar, implora-t-elle une dernière fois, ne laissez pas votre mère détruire ce que nous avons construit. » Mais il était déjà parti, fuyant vers ses appartements comme un homme qui venait de comprendre qu'il avait commis la plus grave erreur de sa vie. Apolline resta seule face à Marguerite, qui ramassa tranquillement l'enveloppe sur la console. « L'offre tient toujours, » dit-elle avec un sourire carnassier, « mais elle ne durera pas éternellement. » Sur ces mots, elle sortit, laissant Apolline effondrée au milieu du hall somptueux qui n'était plus, désormais, qu'une prison dorée. 2 jours s'écoulèrent dans un silence pesant. Balthazar s'était enfermé dans ses appartements, rongé par les doutes que sa mère avait semés. Apolline errait dans le château comme une âme en peine, sentant le regard hostile des domestiques qui anticipaient déjà son départ. Même Vérène gardait ses distances, préparant mentalement la fin de cette histoire qui avait bouleversé leur vie. Ce fut le notaire de Balthazar, maître Dubois, qui brisa finalement le stalmate. Il arriva au château en fin d'après-midi, porteur d'informations qui allaient tout changer. Apolline le vit passer devant les cuisines, sa mallette serrée contre lui, l'air grave et déterminé. 1 heure plus tard, Vérène reçut une convocation inhabituelle. Monsieur Balthazar souhaitait voir toute la famille Lemoine dans le grand salon. Pas la bibliothèque intime, pas les cuisines familières, mais le salon d'apparat où se prenaient les grandes décisions. Apolline et sa mère se présentèrent à l'heure dite, le cœur battant. Elles trouvèrent Balthazar debout près de la cheminée, le visage grave mais déterminé. Marguerite était assise dans un fauteuil, l'air défait, ses fausses preuves étalées sur la table basse devant elle. Maître Dubois se tenait près du bureau, une liasse de documents à la main. « Mesdames, » commença Balthazar d'une voix ferme, « j'ai demandé à Maître Dubois de mener une enquête sur les accusations portées contre Apolline. » Marguerite se raidit, comprenant que son stratagème était sur le point d'être dévoilé. « Les témoignages que ma mère a présentés, » continua Balthazar en fixant Apolline, « sont des faux, grossièrement fabriqués par un détective privé peu scrupuleux qu'elle a payé pour salir votre réputation. » Apolline sentit ses jambes se dérober sous elle. Vérène la rattrapa discrètement, aussi bouleversée qu'elle par cette révélation. « Balthazar, » murmura Marguerite, « je ne voulais que te protéger. »« Me protéger ?» Il se tourna vers sa mère et dans ses yeux brillait une colère froide qu'Apolline ne lui avait jamais vue. « Vous avez failli détruire la seule chose qui me rendait heureux depuis la mort de Céleste. Vous appelez ça me protéger. Cette fille n'est pas de notre monde. Elle va te ruiner, te ridiculiser. Cette femme, corrigea-t-il fermement, a réveillé en moi quelque chose que je croyais mort à jamais. Elle m'a appris que l'amour pouvait exister sans possession, sans calcul, sans intérêt, quelque chose que vous n'avez jamais compris. » Il s'approcha d'Apolline, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Pardonnez-moi, » dit-il avec une tendresse infinie. « J'ai douté de vous, de nous, de ce que nous construisions ensemble. La peur m'a rendu aveugle à la vérité que mon cœur connaissait. Balthazar, » elle avait les larmes aux yeux, n'osant encore croire que ce cauchemar touchait à sa fin. « Je vous aime, Apolline Lemoine. Je vous aime pour votre courage, votre sincérité, votre capacité à voir en moi l'homme que je peux devenir, plutôt que celui que j'ai été. » Il se tourna vers Vérène. « Et je respecte infiniment votre mère, qui a élevé une femme extraordinaire. » Vérène regardait la scène partagée entre l'émotion et l'inquiétude. Elle avait consacré sa vie au service de cette famille, et voilà que son emploi dépendait maintenant de l'humeur d'une belle-mère hostile. Comme s'il lisait dans ses pensées, Balthazar s'adressa directement à elle. « Vérène, je sais ce que vous avez sacrifié pour cette maison, pour ma famille. Je sais aussi que vous craignez pour votre avenir ici. » Il marqua une pause, jetant un regard dur à sa mère. « Je veux que vous sachiez que votre position est non seulement assurée, mais qu'elle évolue. Vous ne serez plus gouvernante, mais intendante en chef du domaine, avec une rémunération en conséquence et un logement plus adapté. »« Monsieur Balthazar, » balbutia Vérène, « je ne sais que dire. »« Dites oui, maman, » murmura Apolline. « Acceptez qu'on puisse être heureux. » Vérène regarda sa fille, puis cet homme qui venait de bouleverser leur vie de la plus belle des façons. Dans ses yeux, elle ne vit plus l'aristocrate capricieux qu'elle craignait, mais un homme sincère prêt à assumer ses choix. « Oui, » dit-elle simplement. Marguerite se leva brusquement, sa dignité en lambeaux. « Balthazar, tu commets la plus grave erreur de ta vie. »« Non, mère. La plus grave erreur de ma vie, c'était de vous laisser dicter mes choix. » Il se redressa, et Apolline vit dans sa posture l'homme qu'il était vraiment devenu, libre, déterminé, adulte. « Vous pouvez rester ici aux conditions que je fixerai, ou vous pouvez partir. »
Mais vous ne dirigerez plus ma vie. Et si je pars, alors vous partirez seul. Mon choix est fait. » Marguerite le regarda longuement, comprenant qu'elle avait perdu. Son fils lui échappait définitivement, non pas à cause d'Apolline, mais à cause de ses propres manipulations qui avaient révélé sa vraie nature. « Je vais réfléchir, » dit-elle froidement avant de sortir. Quand la porte se referma derrière elle, un silence apaisant envahit le salon. Maître Dubois rangea discrètement ses documents et se retira, laissant les trois protagonistes de cette histoire face à face. « Et maintenant ?» demanda Apolline. « Maintenant, » dit Balthazar en l'attirant contre lui, « nous apprenons à vivre notre amour au grand jour, avec ses difficultés, ses défis, mais sans secret ni mensonge. Les gens vont parler, qu'ils parlent. Ceux qui comptent vraiment comprendront. » Il caressa son visage avec une tendresse infinie. « Je ne vous promets pas que ce sera facile. Notre différence d'âge, nos milieux, tout cela créera des tensions. Mais je vous promets que nous les affronterons ensemble. » Vérène s'approcha d'eux, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment. « Dans ce cas, » dit-elle en posant une main sur l'épaule de sa fille, « il va falloir que j'apprenne à vous appeler Balthazar au lieu de Monsieur d'Estienne. » Il éclata de rire. Ce rire franc qu'Apolline ne lui avait jamais entendu. « Appelez-moi comme vous voudrez, Vérène. Vous faites partie de la famille maintenant. » Un an plus tard, Apolline et Balthazar se marièrent dans la chapelle du château, devant une assistance restreinte mais choisie. Vérène, radieuse dans sa robe de mère de la mariée, avait retrouvé sa place dans cette maison, non plus comme domestique, mais comme membre à part entière de cette famille recomposée. Marguerite avait finalement choisi de rester, apprenant lentement à accepter cette belle fille qui avait redonné vie à son fils. Elle découvrait, non sans surprise, qu'Apolline possédait cette grâce naturelle et cette intelligence qui en faisait une parfaite maîtresse de maison. Le soir de leur mariage, tandis qu'ils dansaient dans les jardins sous les étoiles, Balthazar murmura à l'oreille de sa femme « Vous avez tenu votre promesse. » « Laquelle ? Celle de vivre quelque chose qui vous appartienne vraiment. » Apolline sourit, se serrant contre lui. « Non, quelque chose qui nous appartient. C'est encore plus beau. » Et dans ce château où elle avait grandi dans l'ombre, Apolline Lemoine, devenue d'Estienne, rayonnait enfin de sa lumière propre, prouvant que l'amour véritable ne connaît d'autres limites que celles qu'on lui impose. Parfois, il suffit d'avoir le courage d'aimer pour que l'impossible devienne évident. Enfin, pensez-vous que Balthazar a vraiment changé? Ou a-t-il simplement eu la chance de découvrir les mensonges de sa mère à temps? Si Marguerite n'avait pas été démasquée, aurait-il choisi Apolline ou sa famille? Et plus important encore, pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui a douté de vous à cause des mensonges d'autrui, même si cette personne s'excusait ensuite? L'amour d'Apolline était-il trop naïf en pardonnant si facilement? Ou était-elle sage de comprendre que tout le monde peut être manipulé dans un moment de vulnérabilité? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.